Bonjour, je suis le monteur. Avant le visionnage du film que vous vous apprêtez à voir, nous souhaitions, la rédaction et moi-même, ajouter quelques notes. Tout d'abord, vous devez remarquer de la sueur sur mon visage. Elles sont dues à deux raisons principales. La première, c'est que nous sommes en été et que nous traversons une grande vague de canicule. La seconde, c'est évidemment car nous recevons des pressions énormes de la part de notre communauté pour vous donner le meilleur contenu possible. Évidemment, il nous arrive de faire des erreurs. L'erreur que nous avons tendance à faire le plus quand nous parlons du sujet de ce film, c'est le nom de la sonde européenne Huygens. Évidemment, à la française, nous prononçons Huygens, mais beaucoup de voix dans la communauté francophone s'insurgent contre cette prononciation et ont tendance à dire qu'il faut dire Huygens, car c'est un nom néerlandais. Évidemment, à la rédaction, nous avons donc cherché la vraie prononciation de Huygens, ou Huygens, ce qui donnait ceci. Huygens. C'est pourquoi nous allons dire pendant tout le reste de la vidéo Huygens. Et cette vidéo est sponsorisée. Plus d'infos en fin de vidéo. Pendant 2 décennies, une sonde, accompagnée d'un petit atterrisseur, fruit de l'excellence européenne et américaine en matière d'ingénierie, ont voyagé entre la Terre et la planète Saturne dans le but d'en apprendre plus sur l'intrigante planète aux anneaux et ses lunes tout aussi exceptionnelles. Aujourd'hui, nous accompagnons Cassini et Huygens au travers de celles et ceux qui leur ont donné vie. Tout commence en 1655 aux Pays-Bas. 2 frères, Christian et Constantin Huygens, observent la planète Saturne avec un télescope de leur propre conception. En pointant la géante gazeuse, Christian aperçoit un petit objet lui tournant autour. À cette époque, on ne connaît que 4 satellites naturels en dehors de notre bonne vieille Lune. Io, Europe, Ganymède et Callisto, découverts au début du XVIIe siècle par Galilée, orbitent autour de Jupiter. Ce soir du 25 mars 1655, Christian Huygens découvre la première lune de Saturne. Mais avant de l'annoncer au monde, il veut s'assurer de la véracité de son observation et la nature de l'objet. À cette époque, c'est une véritable course à la découverte d'objets célestes qui se déroule partout dans le monde et en particulier en Europe. Il va donc, ce soir-là, coder son observation de façon à ce que, si elle est confirmée, il puisse prouver qu'il était bien le premier à l'avoir trouvée. Il utilise alors la technique des anagrammes. Il envoie à des collègues un vers du poète Ovide. Ad movere oculis distantia sidera nostris. Ce qui donne en français « Ils ont amené les distantes étoiles plus près de nos yeux. » Il y ajoute des caractères étranges, et pour cause, l'anagramme de ce vers et de ces lettres donne Saturno luna sua, quil conducitur diebus sexdecim horis quatuor. En français, Une lune tourne autour de Saturne en 16 jours et 4 heures. dans les mois qui suivent, il continue à scruter la planète, en particulier ses 2 protubérances. Avec le matériel de l'époque, Saturne apparaît comme un gros point muni de 2 demi-cercles sur ses côtés. Grâce à ces observations précises, Huygens en vient à la conclusion qu'en réalité, ces protubérances sont des anneaux fins et plats. Comme il l'écrit, en anagramme à nouveau, Annulo cingitur, tenui plano, nusquam coarente, ad eclipticam inclinato. en français, Le système saturnien, encerclé par un anneau, fin et plat ne touchant pas la planète, incliné à l'écliptique. la Lune qu'il a observée à ce moment-là n'a pas encore de nom, et après l'officialisation de ses découvertes, il voyage à Paris. C'est durant une de ses nombreuses visites à ses collègues français que Christian Huygens rencontre, à la fin des années 1660, un certain Jean-Dominique Cassini. Astronome d'origine italienne, Giovanni Domenico Cassini a été convié par le roi Soleil à s'installer à Paris pour rejoindre l'Académie royale des sciences, institution encore toute jeune. Officiant pour la France, il francise son nom et est nommé pour diriger le futur observatoire de Paris.
Lui aussi se penche sur le cas de Saturne et en 1673, il annonce officiellement la découverte de 2 autres lunes de la planète, Japet et Rhea. 3 ans plus tard, toujours en observant Saturne, et les moyens d'observation étant bien plus avancés que ceux de Huygens, il parvient à voir que l'anneau de Saturne est en réalité en plusieurs parties. À l'époque, il en identifie 2, nommés anneaux A et B, ce qu'on appellera plus tard la division de Cassini. Puis en 1686, il publie sa découverte de 2 autres lunes de Saturne, Thétis et Dionée. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Saturne a donc révélé, grâce aux travaux de Cassini et Huygens, ses anneaux principaux et 5 satellites naturels, une avancée considérable en si peu de temps. Jean-Dominique Cassini sera le premier d'une grande famille de scientifiques qui porteront son nom dans les siècles qui suivront. Et la lune découverte par Huygens, la toute première de Saturne, n'héritera officiellement d'un nom qu'1 siècle après la mort de son découvreur. Elle sera nommée Titan. Mais cette petite lune ne révélera aucun secret avant le début du XXe siècle. L'arrivée de nouvelles techniques d'observation comme la spectroscopie permettent en 1944 à Gérard Kuiper d'identifier formellement une atmosphère dense entourant Titan. De là, comme avec Mars, Titan entre dans la culture populaire avec les fantasmes d'une possible vie extraterrestre sur sa surface. Mais pour percer les mystères de cette lune, il va falloir attendre l'avènement de l'exploration spatiale. Les premières images de Titan par une sonde spatiale nous parviennent lors de la mission Pioneer 11 en septembre 1979. Malgré une qualité photographique discutable, les instruments de la sonde révèlent que son atmosphère épaisse contient du méthane et des hydrocarbures. Dans les 2 années suivantes, ce sont les sondes Voyager qui, passant par le système saturnien en 1980 et 81, nous offrent de nouveaux clichés et analyses. Titan est une cible prioritaire de Voyager 1, dont la trajectoire frôle la Lune, afin d'essayer d'en tirer le maximum de données scientifiques. On y découvre une température extrêmement basse, sûrement trop basse pour abriter la vie. Les scientifiques espéraient pouvoir observer sa surface, mais des nuages recouvrent la totalité du satellite. Ce monde lointain a encore énormément de secrets à nous révéler, et les scientifiques et ingénieurs espèrent tous une nouvelle mission pour cette fois percer son atmosphère, ses nuages et observer ses potentiels trésors cachés. Et avec le passage de Pioneer 11 et les survols des 2 Voyager, on en sait désormais bien plus sur le système saturnien, les anneaux, les satellites et leur composition. Mais ces sondes n'ont fait que passer. Si l'on veut en apprendre encore plus, il va falloir concevoir une mission propre à Saturne et ses lunes, et donc une sonde capable d'y rester durablement. Au tout début des années 80, la NASA et l'Agence spatiale européenne étaient réticentes à l'idée de mener un tel projet. 2 scientifiques, l'américain Tobias Owen et le français Daniel Gauthier, eux, ne sont pas de cet avis. Owen et Gauthier, tous 2 spécialisés dans les atmosphères des planètes, ont été subjugués lors des missions Voyager par la richesse du système saturnien, et en particulier de sa lune Titan. Amis depuis près de 10 ans, ils n'ont qu'une idée en tête: unir leurs agences spatiales respectives sur une mission ambitieuse, à la fois autour de Saturne et au cœur de Titan. Tandis qu'Owen tente de convaincre la NASA, Gauthier contacte l'ESA. Les 2 agences tiennent le même discours. Seule, aucune agence ne peut se permettre de financer un tel projet. La mission se doit d'être conjointe. Autre problème, à ce moment-là, l'ESA voit la NASA d'un mauvais œil. Une mission conjointe, ISPM, prévoit d'envoyer 2 sondes, une américaine et une européenne, à destination du Soleil. Mais en 1981, l'administration Reagan coupe une bonne partie du budget de la NASA, qui se retire donc du projet. Au lieu de prévenir d'abord leurs partenaires européens, les Américains annoncent la nouvelle dans les médias. Surprise, déçue et on peut le dire trahie, l'ESA lancera sa sonde Ulysse à bord d'une navette américaine tout de même, mais sera désormais réticente à l'idée de collaborer à nouveau avec les Américains pour reformer un duo de sondes. Pour appuyer la proposition auprès de l'Europe, Daniel Gauthier s'allie avec le scientifique taïwanais Wing Yip, travaillant en Allemagne. Les 2 hommes rassemblent la communauté scientifique européenne derrière le projet et proposent, afin d'obtenir les faveurs de l'ESA, de nommer l'orbiteur Cassini en l'honneur de l'astronome franco-italien. Des 2 côtés de l'Atlantique, les 3 scientifiques font preuve d'efforts surhumains pour faire de ce projet une réalité. Là où Owen, Gauthier et Yip mettent en valeur les bénéfices scientifiques d'une telle mission, une 4e personne va entrer en scène,
et dire exactement ce que les politiques américains veulent entendre. Sally Ride, première américaine dans l'espace et docteur en astrophysique, sait comment parler aux politiques qui mènent les décisions à Washington. Dans un long, très long rapport à leur attention, nommé « Le leadership et le futur de l'Amérique spatiale », elle met l'accent sur le fait que maintenir la supériorité du pays dans le spatial permettra d'également assurer une influence géopolitique sur les autres puissances spatiales, dont l'Europe, mais surtout les Russes. Elle écrit: Dans les années 60 et 70, l'exploration du système solaire fut une composante importante et visible du programme spatial américain. Les succès des missions Pioneer, Viking et Voyager ont fait des États-Unis les leaders incontestables dans l'exploration des planètes. Nos sondes furent à la fois les pionnières et les meilleures. Tandis que les soviétiques concentraient la plupart de leurs efforts à l'exploration de Vénus, le reste du système solaire a été laissé aux États-Unis. Mais le futur est incertain. Comme la flottille des sondes internationales vers la comète de Halley l'a démontré, les autres nations ont commencé à développer des programmes spatiaux innovants. L'initiative que nous proposons pourrait permettre de retrouver et maintenir le leadership des États-Unis dans l'exploration à la fois de Mars et des corps primitifs de notre système solaire. Et l'initiative qu'elle propose, c'est non seulement Cassini, mais aussi une mission vers une comète et un projet de rover martien avec possibilité de retour d'échantillons sur Terre. Son rapport, de 53 pages, décrit également toutes les missions en détail et l'apport scientifique mais aussi idéologique qu'elle pourrait apporter. Clairement, Sally Ride connaît le langage des grands pontes de Washington, et de par l'immense respect que l'Amérique lui porte, ses mots ont un poids énorme. Son rapport sera décisif dans l'élaboration de Cassini. Le Jet Propulsion Laboratory planche en effet sur 2 missions interplanétaires d'envergure. Envoyer Cassini étudier Saturne et lancer une autre sonde à l'assaut d'une comète. Le premier projet, d'abord nommé SOTP pour Saturn Orbiter Titan Probe et renommé plus tard Cassini, prévoit de lancer une sonde à destination de la planète aux anneaux, accompagnée d'un petit robot spécialement dédié à sa lune Titan. Le second, CRAF pour Comet Rendezvous Asteroid Flyby, doit se rendre sur une comète avec un impacteur et, sur la route, survoler de près un astéroïde. Pour les 2 projets, le JPL fait appel à la coopération des différentes agences spatiales en Europe, en particulier l'Allemagne, l'Italie et la France. Et pour encore réduire les coûts, les 2 sondes se basent sur les plateformes améliorées Mariner, qui ont déjà fait leurs preuves dans des missions interplanétaires, puisque les versions de base constituaient les sondes Voyager. SOTP et CRAF sont des projets majeurs pour les agences spatiales. Après les visites des sondes Voyager, le système saturnien et la diversité des mondes qui le composent interrogent les scientifiques. Et après l'armada de sondes parties à l'assaut de la comète de Halley en 86, il est clair que ces objets célestes ont encore beaucoup de mystères à dévoiler, en particulier le rôle que les comètes ont joué dans l'apparition de la vie sur Terre. En somme, là où SOTP pourrait révéler une possible vie extraterrestre sur une des lunes de Saturne, CRAF pourrait résoudre le mystère de nos propres origines. À l'époque du rapport de Sally Ride, elle décrit Cassini comme un lancement conjoint de 3 sondes. Un orbiteur de Saturne à la manière de Galileo, une sonde atmosphérique qui rentrerait dans l'atmosphère de Titan, et un atterrisseur, toujours pour Titan. Évidemment, ce n'est pas la configuration qui sera retenue pour la version finale du projet. Maintenant que la NASA et l'ESA sont d'accord pour coopérer sur cette mission, il faut distribuer les rôles. La NASA se chargera de Cassini et du lancement. Les Européens, eux, vont concevoir l'atterrisseur de Titan. Et c'est durant la sélection des instruments scientifiques que l'ESA baptise sa future machine. Ce sera Huygens, en l'honneur du découvreur de Titan. Ce nom avait été entendu des bouches de plusieurs membres du projet, mais aussi de Carl Sagan, comme s'il était évident. La mission complète s'appellera donc Cassini-Huygens, comme un rappel du travail fructueux des 2 scientifiques dans les années 1650. En 1978, le sous-traitant de la NASA Martin Marietta avait produit une étude sur la faisabilité de sondes pénétrant l'atmosphère de Titan et s'y posant. 3 cas étaient présentés. Le cas A, qui déroule une mission uniquement dans l'atmosphère, suivi d'un crash. Le cas B, qui déroule une mission de science dans l'atmosphère mais qui également se pose et fait quelques expériences sur la surface. Et le cas C, qui est comme le cas B mais avec plus de temps de mission sur la surface.
Dans leurs recommandations, ils présentent le cas B comme le meilleur compromis entre la fiabilité, le coût et le gain scientifique. Même si au final c'est l'Agence spatiale européenne qui est responsable de Huygens, leur sonde suit le cas B de Martin Marietta. D'un diamètre d'un peu plus d'1 mètre, l'atterrisseur européen sera amené près de Titan par Cassini, puis commencera sa rentrée, protégé par un bouclier thermique. Un parachute prendra ensuite le relais pour freiner la sonde, qui finira par se poser. Huygens est conçu pour tenir quelques heures le temps de la descente et une trentaine de minutes en surface, tout en transmettant ses données à Cassini avant de cesser de fonctionner. Cela promet donc d'être très court, mais si ça marche, les scientifiques pourraient en apprendre beaucoup plus sur cette lune, pas comme les autres. Mais le problème principal, c'est la nature du terrain. On sait à l'époque que Titan possède des reliefs importants, des lacs, des rivières et de la terre ferme. Pour que la sonde se pose sans encombre, il faut la concevoir de façon à ce qu'elle puisse supporter tout type de terrain. Mais même avec un beau nom, des instruments scientifiques sélectionnés et un projet très concret, Cassini-Huygens restera menacé d'annulation pure et simple pendant toute la décennie précédant son lancement. Les changements d'administration et les coupes budgétaires importantes à la NASA vont plusieurs fois mettre à mal le projet. Mais sans cesse, l'agence américaine va le défendre corps et âme. À la base prévue pour être lancée via une navette spatiale, cela s'avère trop cher. On réduit donc la masse de la sonde pour pouvoir la lancer avec une fusée conventionnelle, et donc moins chère. Certains moyens techniques sont également éliminés pour alléger à la fois la masse et le coût du programme. Mais la Maison-Blanche voit encore cette mission comme non prioritaire. Le budget de la NASA est déjà bien bas et le fiasco du miroir Hubble et l'accident de Challenger pèsent sur l'image de l'agence. La décennie 90 pourrait donc sonner le glas des grands projets interplanétaires américains. Dick Truly, administrateur de la NASA, défend bec et ongle la mission Cassini-Huygens sans prendre en compte les remontrances budgétaires du président Bush Senior. Le président le force à démissionner et Dan Goldin le remplace dans l'espoir qu'il soit plus docile. Mais Goldin est avant tout un excellent gestionnaire budgétaire. Il va remuer l'organisation entière de la NASA avec une philosophie particulière. Le maître mot, je cite, « plus rapide, plus fiable et moins cher ». C'est une philosophie qui menace le futur de Cassini-Huygens, mais qui déclenche également les foudres des scientifiques et ingénieurs de la NASA, qui voient des bonds de géants potentiels être remplacés par de petits pas. En Europe, l'inquiétude s'installe. Les responsables d'autres agences nationales en Europe font bien comprendre à l'administration américaine que si les États-Unis se retirent de Cassini-Huygens, la NASA ne pourra plus compter sur les Européens pour une éventuelle autre coopération scientifique et technique. Finalement, Cassini-Huygens est heureusement préservé, mais CRAF, l'autre projet visant une comète, est annulé. Pour ne rien arranger, des associations écologistes élèvent la voix contre l'utilisation des RTG, sources d'énergie à base de plutonium, à bord de Cassini. Les manifestants craignent qu'en cas d'explosion au décollage ou de retour accidentel de la sonde dans l'atmosphère quand elle repassera près de la Terre, le plutonium ne cause une dangereuse contamination radioactive. Déjà à l'époque des lancements des sondes Galileo et Ulysse, qui elles aussi emportaient des RTG, les activistes sont allés jusqu'à saisir la Cour fédérale de justice pour les faire annuler, heureusement sans succès. La NASA et les scientifiques en général auront dépensé une énergie colossale à tenter d'expliquer qu'avec toutes les mesures de sécurité entourant à la fois le lancement, mais surtout la conception même des RTG, le risque de contamination était quasi nul en cas de problème. Le plutonium est en effet stocké dans plusieurs compartiments spéciaux pouvant résister à la chaleur d'une rentrée et d'un impact, et les probabilités de fuite d'un des compartiments sont quasi nulles. Malgré ça, les manifestations ne feront qu'augmenter au fil du temps, certains habitants de Floride annonçant qu'ils quitteront la région au moment du lancement, et les activistes menaçant de recourir à tous les moyens non violents pour empêcher le décollage, en proposant par exemple de pénétrer dans la zone de lancement en parachute ou en envoyant des bateaux dans la zone d'exclusion. Des lettres parviendront à la Maison-Blanche ordonnant au président d'annuler la mission et de stopper toute utilisation du plutonium à des fins spatiales, mais finalement aucune action ne sera prise contre Cassini par les tribunaux ou par Bill Clinton. Alors que le jour du lancement approche, les manifestants commencent à se regrouper à l'entrée de la Cape Canaveral Air Force Station. Plus de 1200 personnes font face aux militaires et policiers qui promettent d'arrêter quiconque tentera d'entrer dans l'enceinte de la base. 27 activistes tentent tout de même leur chance et sont arrêtés.
La tension est donc très forte en octobre 1997, alors que la fusée Titan IV s'apprête à lancer Cassini et Huygens à l'assaut de Saturne. Le jour du lancement était initialement prévu le 6 octobre 1997. Mais quelques semaines plus tôt, un problème technique est détecté sur Huygens et le temps de le corriger, le lancement est désormais prévu pour le 13 octobre. Malheureusement, un problème sur l'ordinateur de bord et de forts vents d'altitude repousse encore le lancement jusqu'au 15 octobre 1997. C'est en pleine nuit que les moteurs et les gigantesques boosters de la Titan IV propulsent Cassini-Huygens dans le ciel de Floride, sous les yeux des ingénieurs et scientifiques du monde entier qui se sont battus pendant tant d'années pour faire de ce projet une réalité. Mais même si le lancement se passe sans trop de problèmes, il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que la sonde et son atterrisseur n'atteignent Saturne. Comme avec les sondes Voyager et Galileo qui l'ont précédé, Cassini-Huygens va devoir utiliser l'assistance gravitationnelle de plusieurs planètes pour l'accélérer et l'envoyer avec assez de puissance vers sa destination. Un voyage de 7 ans qui n'est pas sans risque. La première tâche des ingénieurs du JPL après le lancement est de viser précisément Vénus. L'objectif est d'atteindre une position précise près de la planète, de façon à ce qu'elle courbe la trajectoire de Cassini et l'accélère. On peut comparer la manœuvre à faire une partie de billard sur une table grande comme le système solaire et viser assez précisément pour taper les bandes et les boules dans un ordre précis, à un moment précis et avec la bonne énergie pour qu'en un coup, toutes les boules visées soient rentrées. Autant dire que les calculs et les poussées de correction des moteurs de Cassini doivent se faire avec la plus grande rigueur. Car une seule erreur de calcul pourrait envoyer la sonde à des millions, voire des milliards de kilomètres de Saturne, voire même entrer en collision avec une autre planète. Finalement, le 26 avril 1998, Cassini-Huygens atteint Vénus. C'est le premier survol d'une planète par le vaisseau qui passe à seulement 284 km de sa surface. L'occasion est trop belle pour ne pas en profiter et observer la planète. Certains des instruments d'analyse sont alors activés. Ce survol, qui se passe exactement comme prévu, accélère la sonde de plus de 26 000 km/h. Mais ce n'est pas encore suffisant pour atteindre Saturne. Un an plus tard, Cassini survole à nouveau Vénus, cette fois à 600 km de la planète. L'objectif principal des scientifiques est de profiter de ces passages proches pour tenter de répondre à une grande question. Y a-t-il des éclairs sur Vénus ? Malheureusement, les 2 survols de Cassini ne donneront aucune réponse. La sonde augmente quand même sa vitesse de 21 000 km/h et sa trajectoire vise désormais la Terre, avant-dernière étape avant Saturne, pour une nouvelle accélération. Cette avant-dernière manœuvre d'assistance gravitationnelle va ajouter encore 20 000 km/h à la sonde et l'envoyer tout droit vers Jupiter. Pour cela, Cassini doit frôler la Terre en passant à seulement 1170 km de sa surface. C'est ce passage prévu qui inquiétait également les activistes. Une erreur de calcul pourrait faire rentrer la sonde et ses RTG dans l'atmosphère avec un potentiel crash dans l'océan Pacifique. Heureusement, le 18 août 1999, Cassini-Huygens fait un survol parfait de notre planète, près de 2 ans après son lancement. Comme avec Vénus, les instruments scientifiques sont mis à profit pour étudier le champ magnétique de la Terre et permettent aussi de les calibrer. Les appareils photo de la sonde sont également utilisés et photographient la Lune à une distance de 377 000 km. Tout va bien à bord, le survol est parfait et Cassini va désormais entamer une longue traversée du désert d'1 an vers sa dernière étape avant Saturne, un survol de Jupiter. Après avoir dépassé l'orbite de Mars, Cassini-Huygens entre dans la ceinture principale d'astéroïdes. Bien que des centaines de milliers de roches composent cette région du système solaire, la zone est si vaste que la traversée ne représente pas vraiment un risque pour les sondes. Cassini en profite tout de même pour photographier l'astéroïde 2685 Massersky à une distance de plus d'1,5 million de kilomètres. Ce petit corps, nommé en l'honneur d'Harold Massersky, géologue et grand contributeur au projet Apollo et plus tard Viking, n'a pas relevé grand-chose lors de cette lointaine observation au-delà de sa taille, qui serait comprise entre 10 et 20 km de diamètre. Puis vient le survol de Jupiter. Le 30 décembre 2000, Cassini-Huygens passe près de la géante gazeuse. Même si elle se trouve à près de 10 millions de kilomètres de la gigantesque planète, c'est une fois de plus l'occasion d'en tirer des données scientifiques et bien sûr des images précises. À ce moment-là, la sonde Galileo, lancée 10 ans plus tôt, étudie de très près Jupiter.
C'est donc l'occasion de faire une étude simultanée par les deux sondes, en particulier de la météo incroyable qui y règne. Jupiter affiche de gigantesques tempêtes dont la plus connue, la Grande Tache Rouge, est active depuis plusieurs siècles et ne semble pas se calmer. Cassini observe le mouvement des nuages de Jupiter et remarque que cette météo n'est en fait en rien chaotique et semble au contraire être incroyablement constante sur la durée. Le planétologue du Caltech Andy Ingersoll dira à ce propos: Peut-être qu'il faut retourner la question et se demander pourquoi les tempêtes sur Terre sont si passagères. Nous avons la météo la plus imprévisible de tout le système solaire et c'est justement cela qu'on a du mal à comprendre. Désormais, plus rien ne sépare Cassini de Saturne. Mais ce n'est pas parce que la sonde ne va rencontrer aucun objet pendant 3 ans qu'elle ne va rien faire. Toutes les occasions sont bonnes pour produire de la science. Alors que la Terre et la sonde se trouvent à l'opposé l'une de l'autre du Soleil, les scientifiques de l'agence spatiale italienne mesurent les signaux radio échangés avec Cassini alors qu'il passe près du Soleil. À cause de la masse de notre étoile, la théorie de la relativité générale d'Einstein montre que les signaux seront courbés par cette masse et à cause de cela, le temps de transmission sera légèrement différent. C'est donc l'occasion de faire l'expérience. En 2002, les signaux radio entre la sonde et les antennes terrestres sont mesurés, et non seulement ils confirment la courbure opérée par la masse du Soleil, mais permettent de mesurer l'effet avec une précision 50 fois supérieure au calcul précédent. 2 ans avant son arrivée vers Saturne, c'est donc un nouvel accomplissement scientifique pour Cassini. En mai 2004, Cassini-Huygens pénètre dans le système saturnien. Une dernière correction de trajectoire est nécessaire afin de passer près de la première lune de Saturne sur sa route, Phébé. Découverte en 1898 par William Pickering, et ayant pour particularité de tourner autour de Saturne dans le sens inverse des autres lunes et sur un plan d'orbite totalement différent, c'est la toute première lune à avoir été découverte au moyen de la photographie. Cassini allume ses moteurs qui n'ont pas servi depuis 6 ans et passe à seulement 2000 km de Phébé. Cette lune particulière tournant très vite sur elle-même, Cassini est également capable de cartographier l'entièreté de sa surface. Les photos sont exceptionnelles. D'une forme pas tout à fait sphérique, Phébé affiche un terrain très accidenté, parsemé de cratères et composé de roches et de glace. Rien qu'avec ce survol, les scientifiques ont pu en venir à la conclusion que Phébé pourrait être un très vieil objet, originaire de la ceinture de Kuiper, qui aurait été capturé dans l'orbite de Saturne. Après ce survol, Cassini ne rendra plus visite à Phébé. Ce satellite est extrêmement loin de Saturne, et malgré la vitesse incroyable de la sonde, il lui faudra encore 3 semaines pour rejoindre la planète aux anneaux. Ce survol marque donc la dernière étude approfondie de Phébé à ce jour, malgré le potentiel scientifique qu'elle représente. Et finalement, le 1er juin 2004, Cassini allume ses moteurs pour se freiner et se mettre en orbite autour de Saturne. La poussée de freinage, qui dure plus d'1 heure, est l'occasion pour la sonde de passer entre les anneaux F et G, une manœuvre des plus spectaculaires. C'est également l'occasion pour les scientifiques de recevoir des images absolument époustouflantes. Cette arrivée en grande pompe marque le début officiel des opérations saturniennes. On espère à ce moment-là que la sonde tiendra quelques années. Mais les ingénieurs et les scientifiques ne savent pas encore à quel point la sonde va surprendre de par sa longévité, et ils soupçonnent encore moins la quantité de découvertes exceptionnelles qu'elle va nous révéler. Les mois qui suivent l'arrivée de Cassini-Huygens dans le système saturnien sont dédiés à étudier Titan et préparer l'atterrisseur européen à sa future descente sur la mystérieuse Lune, prévue pour décembre. En juillet, des premières cartographies sont réalisées, faisant apparaître les caractéristiques du terrain. Les images de haute résolution permettent de sélectionner à la fois les zones à photographier de plus près lors des prochains passages, mais aussi le site d'atterrissage de Huygens. Les images continuent de se dérouler au fil des survols tout le reste de l'année. Parallèlement, Cassini découvre 2 nouvelles lunes de Saturne, nommées Méthone et Pallène, la première en forme d'œuf, l'autre extrêmement petite. Puis la mi-décembre arrive. Après une dernière vérification des systèmes de Huygens, Cassini se place sur une trajectoire d'impact avec Titan,
Et quelques jours plus tard, le 25 décembre, elle relâche l'atterrisseur. Huygens n'a en effet aucun moteur pour elle-même se positionner pour une rentrée. L'atterrisseur européen se met alors en hibernation avec un réveil prévu 21 jours plus tard, soit quelques instants avant la rentrée dans l'atmosphère de Titan. Pendant tout ce temps, il est impossible de communiquer avec elle, tous ces systèmes étant coupés à l'exception d'un compte à rebours pour le réveil. Pendant que Huygens descend, Cassini fait une correction pour éviter qu'elle aussi ne rentre dans l'atmosphère de Titan. La correction permet également de positionner sa grande parabole pour enregistrer le signal de Huygens lors de sa rentrée et ses quelques minutes en surface. Les données seront ensuite stockées à bord de Cassini, puis la sonde repositionnera sa parabole vers la Terre pour renvoyer toutes les données. On peut donc aisément imaginer la tension qui règne à l'Agence spatiale européenne durant le petit mois qui passe entre la séparation de Huygens d'avec Cassini et le moment où Cassini pourra enfin leur dire que tout s'est bien passé, ou non. Car pour toutes ces raisons, à partir de cette séparation, ils n'auront plus jamais de contact direct avec leur engin. Les dés sont jetés et ils ne peuvent qu'attendre et espérer. Pour prendre la mesure de ce que vivent les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne ce 14 janvier 2005, il faut rappeler que cela fait plus de 20 jours que leur atterrisseur descend lentement en direction de Titan, un satellite dont on ne sait pas grand-chose, et là où aucune machine ne s'est approchée à moins de 1000 km. Son terrain est varié, sa météo active, et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Un bug informatique pourrait empêcher la sonde de se réveiller, le parachute pourrait ne pas la freiner suffisamment, ou au contraire se déchirer si l'atmosphère s'avère plus épaisse que prévu, ou encore un problème avec le terrain qui pourrait faire basculer, voire briser la sonde à l'atterrissage. Tout de même, la séparation d'avec Cassini s'est bien déroulée, et la sonde américaine a pu observer Huygens quelques jours plus tard, confirmant qu'elle est sur la bonne trajectoire, dans les limites acceptables de dérive. C'est quand même un calcul très précis de prévoir le point d'impact d'une sonde qu'on fait dériver dans l'espace pendant des dizaines de jours à plus de 4 millions de kilomètres de sa cible. Ce 14 janvier donc, Cassini rompt le contact avec la Terre pour pointer son antenne au gain vers Huygens et enregistrer tout ce qui se passe. Huygens, de son côté, approche l'atmosphère de Titan. Saturne et ses anneaux disparaissent progressivement sur l'horizon alors que la rentrée approche. Tout semble se passer comme prévu et le bouclier thermique la protège de la chaleur. Les instruments de la sonde sont actifs et enregistrent les données de la descente. Puis le parachute se déploie. Libéré de sa coque protectrice, Huygens commence à transmettre des données à Cassini, postées loin au-dessus d'elle. Puis le parachute de freinage se déploie et les premières mesures de l'atmosphère sont enregistrées. Les radars de la sonde surveillent l'altitude restante et le sol approchant très vite, Huygens se prépare à se poser. La lampe de descente, permettant d'éclairer le sol devant la caméra une fois sur la surface, s'allume, et à 11h37 temps universel, le 14 janvier 2005, la sonde européenne Huygens devient le premier objet humain à avoir pénétré l'atmosphère de Titan, le premier à se poser sur un monde du système solaire externe, mais également la sonde s'étant posée le plus loin dans le système solaire de toute l'histoire. Mais sur Terre, on n'en sait encore rien. Les ingénieurs et scientifiques savent qu'à cette heure-ci, la sonde est soit posée, soit détruite, ou peut-être même a-t-elle rebondi sur l'atmosphère et est repartie vers l'espace. 2 heures après l'atterrissage, alors que Cassini disparaît sur l'horizon de Titan, Huygens envoie ses dernières données. La sonde américaine les a toutes enregistrées et dirige sa parabole vers la Terre. Les signaux mettent 67 minutes à traverser tout l'espace à la vitesse de la lumière pour rejoindre les paraboles terrestres, et le soir du 14 janvier, les premières données arrivent sur les consoles de l'Agence spatiale européenne. Devant plus de 200 journalistes, les équipes de l'ESA à Darmstadt, en Allemagne, explosent de joie. Non seulement Huygens s'est posée avec succès, mais elle a également pu tenir bien plus longtemps que prévu à la surface avant de tomber à court d'énergie, plus de 2 heures contre les 30 minutes garanties. Les ingénieurs de Huygens ont désormais terminé leur travail, et il appartient maintenant aux scientifiques d'étudier les données récoltées. Huygens a envoyé 474 mégabits de données à Cassini entre la descente et la perte de contact, incluant 350 images. Le paysage de Titan est saisissant et dépasse toutes les attentes des planétologues. Les paysages montagneux, les roches, le soleil à peine visible et une surface meuble comme de la boue.
Mais les plus grandes découvertes se trouvent dans les analyses chimiques de la Lune saturnienne. Lors de sa descente, Huygens a traversé une couche de nuages de méthane bien plus épaisse que prévu. L'atmosphère contient énormément d'azote, comme dans l'atmosphère terrestre. Le climat est aussi très intéressant car il est également assez similaire à celui de la Terre, avec des pluies, de l'évaporation et les rivières alimentant les lacs et les océans. Seulement, au lieu de l'eau, c'est du méthane qui remplit ces étendues liquides. De la glace d'eau est aussi présente en surface, de gigantesques blocs parsemant le sol. Les relevés semblent également indiquer que des éclairs peuvent apparaître. On sait désormais que l'atmosphère de Titan monte jusqu'à 160 km d'altitude et que le satellite de Saturne ne connaît pas vraiment de variations saisonnières. La température varie cependant au cours de l'année, particulièrement dans les régions polaires. Pour résumer, les quelques heures de Huygens sur la surface, en plus des survols de Cassini dans les années qui vont suivre, confirmeront que Titan est une candidate de choix pour y chercher, voire y implanter, une forme de vie. Et près de 20 ans après l'étude approfondie de la comète de Halley par Giotto, et 10 ans avant l'arrivée de Rosetta et Philae sur une autre comète, le spatial européen aura réalisé, avec Huygens, une nouvelle prouesse encore inégalée aujourd'hui. À partir de là, Cassini continue son épopée saturnienne en solitaire. Le but de sa mission n'est pas seulement de tourner et regarder ce qui passe à proximité. Chargé de carburant, son objectif est de changer régulièrement de trajectoire et d'orbite pour permettre de visiter de près des cibles variées, que ce soit Saturne elle-même, ses lunes majeures ou ses différents anneaux. Et pour économiser le carburant, le JPL a l'idée d'utiliser l'assistance gravitationnelle de Titan pour modifier les trajectoires de la sonde, comme ils l'ont fait avec la Terre, Vénus et Jupiter pour la faire arriver dans le système saturnien. Le plan de vol initial prévoyait des trajectoires spécifiques de l'arrivée à Saturne en 2004 et durant les 4 années qui suivent, en privilégiant des routes pour larguer Huygens, étudier Titan, mais aussi Japet et Encelade, 2 autres lunes majeures. Cette dernière, objectif important du programme depuis que les sondes Voyager avaient révélé une surface jeune et brillante, allait révéler à Cassini sa vraie nature, et à la grande surprise des scientifiques, se placer parmi les lunes les plus importantes de tout le système solaire. À la fin du XVIIIe siècle, William Herschel, astronome britannique, jouit d'une grande notoriété. En 1781, il découvre Uranus, et quelques années plus tard, il y ajoute 2 lunes, Titania et Oberon. En 1789, en pointant son télescope, à l'époque le plus puissant qui existe, en direction de Saturne, il découvre 2 satellites naturels lui tournant autour. Ils seront nommés plus tard Mimas et Encelade. Mais avant l'envoi de sondes à leur rencontre, ces 2 lunes ne restent que de lointains mondes attendant de révéler leurs secrets. Les premières visites de sondes humaines à proximité d'Encelade sont réalisées par les 2 sondes Voyager, chacune le temps d'un survol bref et lointain. Néanmoins, c'est suffisant pour apprendre que ce satellite évolue en plein cœur de l'anneau E de Saturne et présente une surface jeune qui réfléchit 90% de la lumière qu'elle reçoit du Soleil, ce qui la place au rang d'objet du système solaire le plus réfléchissant jamais observé. C'est peu, mais largement assez pour faire d'Encelade une cible prioritaire pour les missions qui retourneront dans la région. Près de 25 ans après le passage des sondes Voyager, Cassini se met donc en quête de réponses. Dans la première moitié de l'année 2005, juste après avoir largué Huygens sur Titan, la sonde débute ses survols rapprochés d'Encelade. Le 17 février 2005, elle survole l'intrigant satellite à seulement 1500 km de sa surface. Sur les images, on distingue une fine atmosphère, mais surtout une surface intégralement composée de glace, avec des sillons rappelant la lune jovienne Europe. Mais ce qui différencie le plus Encelade des autres lunes glacées de Jupiter ou de Saturne, c'est l'activité géologique. Avant les survols de Cassini, les scientifiques n'imaginaient pas qu'elle serait si active. Les cryovolcans créent des geysers de glace s'élevant à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface, et au pôle sud, un point chaud suggère la présence d'une forte chaleur interne, probablement causée par l'influence de Saturne à proximité. Au premier survol, Cassini passe à 1500 km, au second à 500 km. Mais lors du troisième, la sonde frôle littéralement Encelade à 168 km du pôle sud,
et traverse même un de ces fameux geysers. Les instruments de la sonde analysent les particules éjectées et les fissures dans la surface d'Encelade sont aussi analysées, et on apprend qu'elles atteignent une profondeur moyenne de 500 mètres. La vitesse de l'éjection de la glace par les geysers n'est pas suffisante pour qu'elles échappent à l'attraction d'Encelade. Cela forme un nuage de fines particules de glace autour du satellite. Mais certaines réussissent tout de même à quitter l'attraction de la Lune glacée. Et là, les scientifiques font la lumière sur une question qui restait en suspens. Si Encelade a la particularité de voyager en plein milieu d'un des anneaux de Saturne, c'est parce qu'elle en est la créatrice. L'anneau E de la planète a été formé par toutes les fines particules de glace qui ont réussi à échapper à l'attraction d'Encelade. On pense même que certaines de ces particules de glace ont contribué et contribuent encore à alimenter l'anneau A, pourtant distant de 100 000 km. Plus important encore, l'eau d'Encelade, analysée par Cassini lors de son passage dans les geysers, est salée, comme celle de nos océans. La sonde, qui en dévoilant au monde les premiers mystères de cette lune, pourrait avoir découvert le premier monde où la vie extraterrestre est non seulement possible, mais pourrait même exister actuellement. Sous la croûte glacée d'Encelade, les scientifiques ont désormais la quasi-certitude de l'existence d'un gigantesque océan d'eau salée chauffé par son noyau. Mieux encore, du méthane est présent dans les geysers du pôle sud. Le méthane, sur Terre, est principalement d'origine biologique, c'est-à-dire produit par les formes de vie, et certains écosystèmes microbiens de notre planète évoluent dans des milieux semblables à Encelade. Une exploration plus approfondie au sens propre de cette lune pourrait donc potentiellement tout bouleverser en devenant le premier monde, en dehors de la Terre et à notre connaissance, à abriter la vie. Revenons en 1671. C'est cette année-là que Jean-Dominique Cassini découvre sa première lune de Saturne, Japet. À travers son télescope, il remarque que le satellite affiche une face brillante et une autre bien plus sombre. Encore aujourd'hui, Japet est en réalité l'objet le plus contrasté jamais observé dans notre système solaire, pour une raison encore incertaine. Autre particularité intrigante, c'est un des rares satellites de Saturne à avoir une orbite légèrement inclinée par rapport à celle des anneaux. Ces deux caractéristiques sont suffisantes pour en faire un autre objectif principal de la sonde Cassini. Le problème, c'est que l'inclinaison de cette lune et sa distance importante de Saturne en fait une cible difficile à atteindre si la sonde veut économiser du carburant. Cassini réussit tout de même à faire 2 survols, le premier à 1200 km de sa surface et le second beaucoup plus loin, mais c'est suffisant pour la cartographier et à nouveau surprendre les scientifiques. Glacé également, Japet présente une forme légèrement aplatie au pôle et surtout une chaîne de montagnes impressionnante le long de son équateur. Certains sommets atteignent l'altitude vertigineuse de 20 km, dépassant, et de loin, tout ce qu'on peut trouver sur Terre. Mais malgré les nombreuses hypothèses émises, les scientifiques ne peuvent expliquer avec certitude ce qui a formé ce bourrelet équatorial. Avant tout, c'est une démonstration parfaite de ce que la science est. En cherchant des réponses, elle nous amène souvent à nous poser de nouvelles questions. Durant la période de mission principale de Cassini, la sonde visite d'autres corps glacés de Saturne, dont Rhea et Dionée. Cassini rencontre cette dernière en octobre 2005 avec un premier survol à seulement 500 km d'altitude. Les scientifiques ont pu étudier en détail les sillons et les cratères et en sont venus à la conclusion que Dionée a eu, à une époque, une activité cryovolcanique comme Encelade, mais que désormais ce n'est plus le cas. Beaucoup d'anciens sillons ont donc disparu au fil des bombardements de météorites et il semblerait même qu'un impact suffisamment violent ait retourné le satellite, la moitié faisant auparavant face à Saturne étant désormais orientée à l'opposé de la planète. Dionée est très dense, composée au tiers d'un noyau rocheux et le reste de glace d'eau. Et le dernier satellite majeur survolé par Cassini lors de la mission primaire, Thétis, a lui aussi eu un passé mouvementé. Majoritairement composé de glace, il arbore un cratère gigantesque, Odysseus, d'un diamètre de 450 km, soit près de la moitié de la taille du satellite, et un canyon, Ithaca Chasma, long de 1000 km, large de 100, et dont la profondeur peut atteindre les 3 km, qui pourrait avoir été formé par l'effet de marée de Saturne. Sa surface, très brillante, pourrait être expliquée par de la glace très jeune, provenant de l'anneau E,
et donc éjecté à l'origine d'Encelade, qui pleuvrait sur Thétis en continu. De plus petits satellites de Saturne ont également droit à un survol de Cassini pendant la mission principale, comme Polydeucès, Hyperion, Méthone et Palène. Tous sont trop petits pour revêtir une forme sphérique et ne font que quelques kilomètres de diamètre au maximum. Mais ces 4 premières années de mission montrent le potentiel de Cassini et la quantité de savoir que l'on peut tirer de Saturne et de ses lunes. Alors que la première moitié de l'année 2008 se termine, la mission Cassini reçoit une extension de temps jusqu'en septembre 2010. La mission primaire prend fin et la mission Equinox démarre. Les objectifs de cette extension de 27 mois sont de continuer l'étude de Titan et d'Encelade, mais surtout, comme son nom l'indique, observer l'effet d'un équinoxe sur Saturne, mais aussi sur ses anneaux. L'équinoxe d'une planète, c'est quand le Soleil se trouve très exactement sur le plan de l'équateur et illumine donc de la même façon les 2 hémisphères de la planète. Sur Terre, cela arrive tous les 6 mois, mais Saturne met un peu plus de 29 de nos années terrestres pour faire un seul tour du Soleil. Un équinoxe saturnien arrive donc tous les 15 ans terrestres. Et justement, lors de cette extension de mission, un équinoxe est prévu pour le 11 août 2009. En attendant, Cassini survole un satellite très particulier, Mimas. Découvert en 1789 par William Herschel, il a, comme beaucoup d'autres grands satellites de Saturne, une surface criblée d'impacts. Mais lorsque les sondes Voyager photographient Mimas en 80 et 81, un cratère gigantesque apparaît sur les images. Nommé Herschel, en référence au découvreur de cette lune, il ferait presque passer Mimas pour l'étoile noire de Star Wars. Mais au-delà de la pure référence culturelle, Herschel est un témoignage d'une presque catastrophe. En effet, en étudiant son diamètre, qui fait le tiers de celui du satellite lui-même, les scientifiques ont déterminé que si l'objet qui l'a frappé avait été à peine plus massif, il aurait purement et simplement anéanti Mimas. Les débris auraient alors soit rejoint les anneaux de Saturne, soit formé une nouvelle lune. Pourtant, les plus étonnantes découvertes de Mimas ne sont pas visuelles. D'abord, c'est en étudiant sa température que se dessine une forme étrange. La face exposée à l'espace reçoit des électrons de haute énergie en provenance de la magnétosphère de Saturne, et la conséquence, c'est que cela fait varier la température de Mimas. La visualisation donne donc des airs de Pac-Man au satellite. Mais vous allez le voir, le plus impressionnant de tout, c'est que cette lune a une influence directe sur l'histoire des anneaux de Saturne. En 2012, des chercheurs français du CNRS travaillent sur l'influence de Mimas sur les anneaux de Saturne. Avant la publication de leurs travaux, la communauté scientifique avait tendance à penser que les anneaux de Saturne étaient présents depuis des milliards d'années. Les tenants de ce dogme étaient surnommés les Lords of the Rings. Mais les chercheurs français ont une toute autre hypothèse. Non seulement ces anneaux se seraient formés beaucoup plus récemment, mais en plus, Mimas aurait joué un rôle déterminant dans la forme qu'ils ont actuellement. À l'intérieur même des anneaux, de tout petits satellites comme Pan ou Daphnis dessinent des petits chemins. Mais aucun d'entre eux ne pourrait expliquer la gigantesque division de Cassini, large de 4500 km, et tellement grande qu'elle est visible très facilement depuis un télescope terrestre. Comment est-ce donc possible que cette large bande, dépourvue de particules de glace, puisse sembler si régulière sans qu'il y ait un grand satellite orbitant à l'intérieur ? Pour connaître la réponse, il faut remonter le temps de plusieurs millions d'années. À l'époque, il faut imaginer que cette division n'existe pas. Les 2 grands anneaux A et B sont collés l'un à l'autre pour n'en former qu'un. Mimas, elle, se trouve beaucoup plus loin de Saturne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais elle se rapproche. De par sa masse et la résonance orbitale, son rapprochement a une influence sur les particules des anneaux et lentement, au fur et à mesure que Mimas réduit sa distance de Saturne, un trou se forme au milieu des anneaux. Aujourd'hui, Mimas est reparti dans l'autre sens et s'éloigne donc à nouveau de Saturne. On peut donc dire que dans un passé pas si lointain, la division de Cassini a été plus large qu'elle ne l'est actuellement, et que dans un futur très lointain, dans, on l'estime, 40 millions d'années, Mimas sera tellement loin que la division de Cassini se résorbera à nouveau totalement. Mais ce n'est pas seulement sur les anneaux que l'influence de Mimas a opéré.
Les chercheurs pensent aussi que son rapprochement puis son éloignement, toujours en raison de la résonance orbitale, aurait pu produire un réchauffement sur Encelade, ce qui aurait contribué à créer l'océan sous sa surface et son activité géothermique. Autant dire que Mimas, qui ne manque pas de caractéristiques rappelant des icônes de la pop culture, est un acteur majeur dans le système saturnien. Après la publication de l'étude des chercheurs français en 2019 dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et les données de la sonde Cassini sur l'âge estimé des anneaux, la communauté scientifique et les Lord of the Rings ont fini par admettre qu'en effet, les anneaux de Saturne n'étaient pas si vieux et si immuables que ça. Durant la mission Equinox, Cassini effectue également des survols de petites lunes de Saturne, Calypso et Hélène, la dernière ayant été découverte par des astronomes français à l'Observatoire du Pic du Midi. Et le 11 août 2009, Saturne vit son fameux équinoxe. C'est le seul moment où l'ombre des anneaux ne s'imprime quasiment plus sur la planète. Seul un fin trait reste visible sur l'atmosphère de la géante. C'est aussi le seul moment où les anneaux ne sont plus visibles depuis les télescopes terrestres. Pour les scientifiques, c'est l'occasion de relever la température de ces fines particules de glace qui entourent la planète, alors qu'elles ne sont plus du tout éclairées par le Soleil. Au début de l'astronomie moderne, les scientifiques ne voyaient, en observant Saturne, qu'une seule grande bande. Avec le temps et l'amélioration des télescopes, Jean-Dominique Cassini a d'abord vu une séparation, la division de Cassini, qui semblait donc séparer deux anneaux, A et B. Mais au fil des siècles et des observations par des sondes, ce n'est pas moins d'une quinzaine d'anneaux qui entourent en fait Saturne. En réalité, ce n'est qu'une classification un peu arbitraire, car toutes ces fines particules de glace ne sont pas immuables. Comme nous l'a prouvé la sonde Cassini, l'anneau E est alimenté par Encelade, et les recherches françaises ont démontré l'influence de Mimas sur la division de Cassini. Malgré l'apparente organisation des anneaux de Saturne, fins d'à peine quelques mètres, c'est un réel chaos qui y règne. Toutes les particules qui les composent sont étirées, sont déplacées, sont repoussées par à la fois la planète, mais aussi ses innombrables lunes. Les particules s'entrechoquent et impactent même les satellites croisant leur chemin. Le résultat de toute cette glace et cette poussière crée non seulement de grands anneaux brillants, mais également un long et très fin nuage qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres, bien au-delà des anneaux visibles. Mais malgré leur quantité, il est impossible pour les particules des anneaux proches de Saturne de s'agréger et former de grandes lunes. La proximité même de la planète empêche cela, de par la force de marée qu'elle génère dans son proche entourage. C'est ce qui explique également qu'aucune lune majeure ne soit présente à l'intérieur même des grands anneaux. Toutes ces caractéristiques donnent à Saturne une allure reconnaissable et posent encore des questions aux scientifiques. La mission Equinox se termine à la fin 2010, et les scientifiques et ingénieurs, voyant que Cassini a encore du potentiel et du carburant, demandent une nouvelle extension de mission. La mission nommée Solstice devrait durer jusqu'à fin 2017 et obtient ce nom car Saturne devrait vivre un solstice en août de cette même année. Les objectifs, même s'ils incluent encore et toujours des survols de Titan et d'autres lunes, se concentrent principalement sur la planète et ses anneaux. D'abord, la sonde observe Saturne d'assez loin. Cela lui permet de passer derrière la planète alors qu'elle cache le Soleil, révélant une image incroyable de ses anneaux resplendissants. Sur ces photos, on peut d'ailleurs apercevoir un petit point dans le coin droit. Il s'agit de la Terre, distante à ce moment-là d'1,5 milliard de kilomètres. En passant par les pôles, elle étudie les aurores, mais aussi l'intrigant hexagone sur le pôle Nord, non présent au sud, et dont l'origine de la forme est encore discutée dans le milieu scientifique. Mais la sonde, peu à peu, vieillit et commence à manquer de carburant. Au fur et à mesure du temps, le risque de perdre le contact augmente. Le problème, c'est que cette sonde n'a pas vraiment été stérilisée lors de sa conception. Si elle venait à se cracher sur Titan ou Encelade, et que des formes de vie bactériennes y étaient présentes, cela pourrait les contaminer. Pour s'assurer qu'en cas de perte de contact, Cassini ne les menace jamais, les ingénieurs planchent sur une trajectoire très spéciale. La sonde utilisera Titan pour progressivement modifier son orbite. Sans besoin de la moindre action des contrôleurs,
Cassini finira par rentrer dans l'atmosphère de Saturne et être détruite. En attendant, les observations et études scientifiques continuent, alors qu'elle commence à faire des survols impressionnants entre la planète et ses anneaux. Les années passent, encore et encore, et le carburant de la sonde commence à faire défaut. À l'été 2017, il est temps d'annoncer la date de fin de mission. Le 15 septembre 2017, quasiment à court de carburant, Cassini plonge dans l'atmosphère de Saturne et disparaît à jamais. Portant les noms des 2 scientifiques européens qui ont grandement contribué à explorer Saturne et ses lunes, la mission Cassini-Huygens a permis, au-delà de toutes les attentes, de prouver que Saturne est bien une des planètes les plus fascinantes du système solaire, et ce, bien au-delà d'elle-même. Ses anneaux, ses satellites naturels, tous ces petits et grands objets qui interagissent entre eux autour d'elle, tous ces mondes si diversifiés et mystérieux, forment un tout qui, au-delà de la simple beauté, méritent qu'on les étudie encore et encore. De nombreuses questions ont trouvé leur réponse avec les missions Pioneer 11, Voyager et Cassini-Huygens, mais certaines de ces réponses ont amené d'autres questions. Et bien sûr, la plus importante est: y a-t-il de la vie sous les glaces d'Encelade ? L'ensemble des mondes du système saturnien, à l'instar des lunes de Jupiter, regorge de trésors pour nos connaissances. Des trésors qui, je l'espère, changeront un jour la conception même de ce que nous pensons être la vie. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur Cassini-Huygens. Oui, je l'avais déjà faite en 2017, mais en 2017, j'en avais parlé pendant 6 minutes. Donc là, ça fait quand même une sacrée différence. Cette vidéo était en effet sponsorisée par NordVPN. Merci beaucoup encore à eux de soutenir la chaîne comme ils le font. Ils offrent toujours moins 70% sur l'abonnement 3 ans sur nordvpn.com/stardust avec le code Stardust. Vous avez un mois gratuit, vous avez la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Évidemment, avec NordVPN, vous pourrez accéder à vos services de streaming préférés et avoir un catalogue un peu plus étendu comme le catalogue américain. Bientôt, il y aura une vidéo qui va sortir sur Stardust qui vous détaillera plein de trucs qu'on peut regarder sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Et il y aura le catalogue US également, parce que du côté US, on a des très bonnes choses qui ne sont pas sur les catalogues français, donc il vous faudra NordVPN si vous voulez les mater. Et en plus, NordVPN, moi personnellement, m'a aidé à faire cette vidéo en quelque sorte, puisque pendant que je faisais mes recherches, eh bien il y avait des articles dans les archives des journaux américains qui ne sont plus accessibles à l'Europe, aux résidents européens qui ont des IP européennes à cause de restrictions sur les lois européennes. Donc par exemple, il y avait Florida Today et d'autres magazines qui ne sont plus accessibles si vous avez une IP européenne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris NordVPN, paf, je me suis mis sur États-Unis, et là d'un coup j'avais une IP américaine, j'avais l'accès à tout le truc, et j'ai pu vous concevoir cet épisode. Merci également à Kevin Baillet de l'Observatoire de Paris et du CNRS, qui est un des auteurs de l'étude sur MIMAS, vous savez, qui a écarté la division de Cassini. Voilà, je ne connaissais pas cette personne, j'ai vu son nom apparaître dans l'étude, je me suis dit je vais l'appeler parce que je comprends pas l'étude. Il me connaissait pas, rien, on a discuté pendant plusieurs minutes, il a pris énormément de son temps pour m'aider à concevoir donc cette partie de l'épisode. Donc je ne pouvais que le remercier et remercier aussi le reste de son équipe qui a travaillé sur les études en question. Enfin, merci à Linguisticae, Gauthier de la chaîne Shonks Télévision et Isa de la chaîne Rêve d'Espace qui vous ont offert les 3 voix que vous entendez durant cet épisode.
Sur ce, je vous laisse parce que là, il fait 70 millions de degrés. Je remercie toutes les personnes qui me suivent sur Twitch, qui me soutiennent sur Utip et qui font de cette chaîne une réalité, tout simplement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao.